Gloria Cabé est la chef de file de la cuisine afro-végane en France. Cette grande voyageuse, qui a vécu au Brésil, à Londres, au Canada, entre autres, puise son inspiration dans tout ce qui l'entoure, de la cuisine traditionnelle de sa mère à la street food jamaïcaine. Le credo de Gloria ? Une cuisine végane pleine de saveurs et de créativité, tout à la fois gourmande et bienfaisante pour le corps, à la croisée de la gastronomie et du bien-être. Mais Gloria est aussi une entrepreneure accomplie, qui nous donne au fil de la discussion quelques clés pour oser se lancer et créer une activité nourrie de multiples influences, mais qui ne ressemble qu'à elle. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Gloria Cabé dans Girls in Food. Bonjour Gloria Cabé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Gloria Cabé, j'ai 32 ans et je suis chef afro-végane depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Alors, petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Elle avait, je vais dire, une place centrale et essentielle. Je suis issue d'une grande famille de 5 enfants. Donc, il fallait pouvoir nourrir tout le monde. Et pour ça, il fallait pouvoir rester et créatif et productif parce qu'il y avait plusieurs bouches à nourrir. Donc, j'ai appris à cuisiner assez tôt. D'accord. Et je pense que c'est aussi quelque chose que ma maman voulait me transmettre culturellement. Donc, elle m'a amenée en cuisine avec elle assez tôt. J'ai dit ça en opposition à mes frères où ils ne sont pas forcément passés en cuisine comme moi j'ai pu le faire. J'ai pu apprendre auprès de ma mère tout simplement les bases de la cuisine et puis les bases de la cuisine, d'une cuisine africaine en tout cas. Et c'est ça en fait qui a tout simplement éveillé ma passion. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore pour conviction que ça allait devenir mon métier. On va y revenir. Toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier ? Ah oui, il y avait un plat du dimanche particulier tous les dimanches, ou la plupart des dimanches, ma mère prépare un plat traditionnel du Congo qui s'appelle le saka-saka, qui est un plat fait à base de feuilles de manioc et d'huile de palme, et qui reste l'un de mes plats préférés jusqu'à aujourd'hui. Il a le goût de l'enfance. Exactement. Et quand vous étiez petite, quel métier vous rêviez d'exercer ? Honnêtement, j'avais plusieurs aspirations. Parce que j'ai grandi aussi avec l'une de mes tantes et que c'était le métier qu'elle voulait faire. J'ai voulu être hôtesse de l'air et c'est ce que je suis devenue plus tard. Et puis, je pense que je suis passée par les phases d'avocate, institutrice et d'autres choses comme ça. Et c'est vrai que finalement, quand j'ai, dans l'orientation de mes études, j'ai fait dans un premier temps une formation pour devenir professeur. D'accord. Auquel j'ai rapidement mis un terme. Mais il y avait tout de même cette envie-là. J'ai toujours dansé aussi, alors je me suis demandé si je voulais en faire mon métier et finalement j'ai préféré le garder comme passion pour ne pas en être déçue en fait. D'accord. Et continuer à apprécier en fait de pouvoir pratiquer tout simplement. Et au final, votre tout premier job, qu'est-ce que ça a été ? Même un job d'été d'ailleurs. Le tout premier job que j'ai fait, je pense que j'avais 13 ou 14 ans, je travaillais sur un marché. D'accord. Et est-ce que ça vous a appris des choses Oui. Dans un premier temps, à me lever tôt. Oui. À me lever très tôt même pour aller travailler. Et puis, en fait, on va dire que grâce à ça aussi, assez jeune, j'ai eu les responsabilités qu'on peut rencontrer lorsqu'on décide d'avoir un emploi finalement un peu dans n'importe quel domaine. Bien évidemment que ça évolue avec les compétences qui sont demandées pour remplir le poste, mais j'étais contente à 13 ans, pouvoir me dire, je me suis levée tôt pour aller travailler, je vais aider quelqu'un et grâce à moi, cette personne, elle sera soulagée dans son travail et même je vais pouvoir m'impliquer dans son commerce de sorte à ce qu'il fasse plus de profit ou quoi que ce soit. Ouais. Et ça aussi, c'est ce qui me permettra d'être payée. Donc, j'avais déjà assez tôt une conscience un petit peu de la responsabilité dans le travail. D'accord, ouais. Puis de travail dur. Et de travail dur, exactement. Ouais. Si on revient sur votre intérêt initial pour la gastronomie, oui. Comment est-ce que c'est né ? Donc on a compris que vous aviez très jeune été en cuisine avec votre maman et qu'elle vous avait appris les bases. Pour autant, ça aurait pu rester quelque chose que vous faisiez pendant vos loisirs ou tout simplement pour manger bien au quotidien. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses dans votre vie qui ont fait que vous vous êtes particulièrement intéressé
à l'alimentation, à la nourriture, à la gastronomie Je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, c'est vrai que la cuisine avait une place importante à la maison. Mes frères aussi sont intéressés par la cuisine, même si ça arrivait bien plus tard que moi. D'accord. Tout le monde cuisine chez moi, sauf ma petite sœur, qui a été celle qui a été épargnée. Mais tout le monde cuisine chez moi et je trouve que tout le monde cuisine bien. Tout le monde, en fait, prête attention à ce qu'ils font lorsqu'ils cuisinent et ce qu'ils souhaitent servir aussi. Et ça, j'ai trouvé que c'était toujours intéressant. Ça a créé un petit peu de la compétition entre nous, justement. À savoir qu'est-ce qui pouvait mieux réaliser certains plats. Ensuite, je me rappelle de souvenirs où j'ai un frère jumeau et on pouvait passer des après-midi entières à regarder des émissions culinaires ensemble. Ouais. Je savais pas à ce moment-là que ça me passionnait autant, mais si nous devions zapper pour d'autres programmes qui nous semblaient moins intéressants, on allait forcément revenir à celui-ci plutôt qu'à d'autres. D'accord. Et à l'époque, il y avait des chaînes, enfin sur le câble, il y avait des chaînes entières dédiées à la cuisine. À la cuisine, donc on pouvait littéralement passer des heures. Et ça, je pense que mine de rien, ça a été une forme aussi de, je dirais pas d'apprentissage, mais c'est ce qui a fait peut-être grandir cette graine de mon amour pour le goût, pour les belles choses, voir un petit peu la concrétisation de la réalisation de certains plats qui partent de rien du tout à des choses exceptionnelles. Et puis aussi la grande envie de pouvoir tout goûter et de se rendre compte en fait des textures et des saveurs. Ça, je pense que ça joue une réelle place importante dans le fait que je fasse de la cuisine aujourd'hui. Ouais. On comprend mieux du coup que voilà, d'où vient votre passion pour la cuisine. Ouais. Pour autant, ça a été un chemin un peu détourné par lequel vous êtes devenu chef. Oui. Puisque donc vous êtes devenue hôtesse de l'air comme carrière initiale. Donc ça, on peut se dire que y a un goût du voyage, sans doute. Ce qui je trouve hyper intéressant dans votre parcours, c'est aussi que vous avez vécu dans plein d'endroits différents. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ça et sur la manière dont ce parcours assez incroyable a fait ce que vous êtes aujourd'hui ? Je pense que honnêtement, tout est lié. Ouais. Et on fait rarement les choses par hasard. C'est vrai que le moment où j'ai décidé de devenir hôtesse de l'air, j'avais le choix de poursuivre une carrière dans la communication. Et je me suis réveillée un matin en me disant que c'était pas ça qui m'intéressait réellement. Enfin, ça m'intéressait pas suffisamment pour que je me sente en faire une carrière. Et surtout, je pensais que j'allais moins m'épanouir que ce que j'attendais. Alors, je me suis intéressée à ce qui pouvait vraiment... à mes passions, tout simplement, à ce qui me motivait, ce qui m'animait. Et le voyage en fait partie, si ce n'est... c'est ma plus grande passion encore, l'une de mes plus grandes passions à l'heure actuelle. Et je me suis demandé tout simplement quel métier est-ce que je pouvais faire autour du voyage. Et donc est revenue cette idée de devenir hôtesse de l'air. Et j'ai suivi les formations nécessaires et j'en ai fait mon métier. Alors bien entendu, tous les voyages que j'ai pu faire m'ont influencé dans le métier que je fais aujourd'hui, puisque je suis extrêmement curieuse, mais dans le bon sens du terme, et j'adore aller découvrir de nouvelles cultures, mais de manière vraiment générale. J'aime vivre localement lorsque je voyage et je me déplace. Et j'ai aussi cette humilité de pouvoir me retrouver dans des endroits qui sont en dehors de ma zone de confort et pourtant toujours respecter l'environnement dans lequel je suis et les coutumes et pouvoir essayer de me fondre dans la masse. Et honnêtement, je pense que tous les voyages que j'ai faits jusqu'à présent ont de l'influence dans ma cuisine aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier où vraiment ils sont tous à part égale C'est difficile à dire, mais je crois que je dirais toujours que le voyage qui m'a le plus touchée, c'est lorsque je suis partie au Brésil, vivre au Brésil. Donc là, ça a été plus qu'un voyage. J'ai décidé de m'y installer pendant un moment. Et là, j'ai pris une claque. J'ai pris une réelle claque en termes de cuisine, parce que j'habitais dans le nord-est du pays, dans la ville de Salvador, et qui a une grande influence africaine. On oublie souvent que c'est la première capitale du Brésil.
la ville par laquelle tous les esclaves sont arrivés et ont aidé à construire le pays que c'est aujourd'hui. Et Salvador reste extrêmement imprégné en fait de ce passage et de ce moment historique jusqu'à leur cuisine. Et ce qui m'a beaucoup touchée en fait, c'est de retrouver des éléments de la cuisine, des cuisines africaines dans cette cuisine afro-brésilienne qui se trouve à l'autre bout du monde et de pouvoir faire une corrélation directe en fait entre l'histoire et comment est-ce qu'ils ont décidé d'adapter cet héritage culturel au présent. Et j'ai vraiment été extrêmement touchée. Et je sais que c'est ça qui a bouleversé ça a été le voyage bouleversant qui m'a permis de prendre la décision d'arrêter mon métier d'hôtesse de l'air et de me mettre à la cuisine. Ouais, donc une vraie révélation. Oui, exactement. Donc comme on l'a entendu, vous êtes passé par une autre carrière avant de vous lancer en tant que chef. Donc vous êtes autodidacte. Comment est-ce que vous avez trouvé votre style ? Je pense c'est venu un petit peu de plusieurs éléments. Dans un premier temps, mon meilleur ami et associé, qui était lui-même déjà vegan, me parlait beaucoup en fait des bienfaits de ce type d'alimentation et me recommandait de pouvoir éventuellement suivre ce genre de régime sans pour autant vouloir à tout prix m'influencer, mais je pense que me connaissant, il savait que c'était le genre de choses qui pouvaient me parler, étant donné que lui aussi c'est un danseur. On est beaucoup constamment autour du corps, de l'entretien du corps, etc. Donc le véganisme pouvait me parler. Et ensuite, je pense que c'est certainement le mélange du retour de ce voyage au Brésil, où j'ai décidé de faire de la cuisine, et aussi de m'intéresser au véganisme à ce moment-là, parce que j'ai décidé de commencer à stopper la viande lorsque j'étais là-bas. Ouais. Et ça a été un gros paradoxe, parce que le Brésil est connu justement pour ses plats de viande, ses barbecues énormes, etc. Et j'ai fait la décision de faire l'impasse dessus pendant que j'étais là-bas. Et ça n'a pas du tout été ni un frein, parce que la cuisine brésilienne, de manière générale, est vraiment riche. Donc je pense que ça a été, oui, la rencontre de tous ces de tous ces événements dans ma vie, et la décision, en fait, de vouloir prendre un parti pris. Et je me suis dit que puisque j'allais me lancer dans la cuisine, j'allais me lancer dans une cuisine qui me parlait et me ressemblait. Et l'afro-vegan était certainement la plus pertinente. J'ai entendu parler de ce mouvement un petit peu aussi à travers des voyages que j'avais faits aux États-Unis, où la présence de l'afro-vegan était déjà un peu plus importante qu'en Europe à l'époque. Je dirais qu'en Europe, quasiment personne n'en parlait. En France, pas du tout. Et pourtant, c'est quand même un mouvement auquel j'ai voulu me rattacher et dans lequel je me suis simplement identifiée. Et c'est ce qui m'a permis de créer la cuisine que je fais aujourd'hui, qui est une cuisine 100% afro-vegan, mais littéralement à mon image. Ce que je trouve hyper intéressant dans votre style de cuisine, c'est qu'en fait, quand on pense à la cuisine africaine, on ne pense pas à la cuisine végétarienne. Enfin, c'est pas ce qui vient en premier à l'esprit, d'une part. Et en plus, souvent, quand on parle de cuisine végétarienne, ça arrive que les gens aient des a priori sur le fait que ce soit un peu triste, qu'il manque quelque chose, ce qui n'est pas du tout le cas. Et en fait, quand on voit vos créations, voilà, c'est plein de créativité, c'est plein de couleurs, c'est plein d'épices. Ça change vraiment l'image qu'on peut avoir là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous travaillez ? Alors, je crois que j'avais vraiment un leitmotiv justement en commençant, c'était d'éviter justement de rentrer dans l'un de ces stéréotypes où la cuisine végane pouvait être une cuisine ennuyeuse, fade et bien triste. J'avais vraiment pour but et vocation de prouver le contraire. Et tout simplement, j'ai été aussi tout simplement mon propre cobaye. Il était hors de question que je décide de retirer de l'apport animalier qu'il y avait dans mon régime pour être ennuyé ou tout simplement attristé par la nourriture que je consomme. Je dis toujours une chose, je mange donc je suis. C'est votre leitmotiv, voilà. Exactement, et il fallait impérativement que ce soit mon image. Et pour cela, alors,
c'est là où la cuisine végane devient vraiment intéressante, puisqu'il y a je trouve que ça pousse à la créativité et à la recherche. Étant donné que c'est encore un mouvement qui est en développement dans certains endroits et qu'on en parle peu ou qu'on en parle peu dans ses, meilleurs aspects, il faut quand même l'accompagner de recherche. Et je pense pour toute personne qui souhaite devenir végane de toute manière, il est toujours bien de se renseigner sur les partis pris ou les mouvements qu'on décide de rejoindre. Et d'autant plus parce que il faut savoir si c'est aussi adapté à la personne qui décide de s'y intéresser. Mais alors, pour moi, ce qui était vraiment littéralement intéressant, c'était de garder une nourriture riche, bien entendu saine, mais de garder une nourriture riche, gourmande, savoureuse. Et donc, c'est là où je trouve que la créativité prend une grande place dans le véganisme, parce que c'est comment allier toutes ces choses pour pallier à quelque chose qui manque, ou qui semblerait manquer, parce qu'on en a l'habitude, en fait, tout simplement. Ouais. Mais dans une réalité, on se rendra compte, finalement, en avançant et avec le temps, qu'il y a beaucoup, beaucoup de cultures qui consomment peu, voire pas de viande. Et donc, on a déjà ce genre de structure, de création dans l'alimentation. On fait attention au goût, à la saveur et à l'aspect. Et également aux apports. Et encore plus largement aux bienfaits, en fait, pour le métabolisme. Donc, j'étais contente de pouvoir développer des recettes en ayant ces éléments en tête. Je suis toujours contente de pouvoir créer des associations aussi qui sont, parfois pas attendues, et tout ça en représentant une cuisine africaine. Mon idée était aussi de pouvoir rester fidèle. On connaît les cuisines africaines pour certainement leur abondance en saveur, également en quantité. Alors ça aussi, ça fait partie des éléments clés que je souhaitais respecter toujours. Après, je trouve qu'il y a eu aussi plusieurs rencontres en travaillant pour des restaurants, en travaillant pour des clients particuliers. La demande n'est pas la même partout. Travailler des cartes avec des menus dégustation, ou alors travailler des menus street food, c'est pas du tout la même chose. Mais pourtant, il fallait quand même respecter ces éléments clés pour moi, qui étaient de ne jamais s'ennuyer. Jamais s'ennuyer dans l'assiette. Sinon, ça vaut pas la peine. Je voudrais revenir, Gloria, sur votre parcours, justement, qui vous a conduite à être aujourd'hui, vous êtes chef indépendante. Oui. Pour autant, vous avez été à plusieurs moments dans votre carrière de chef à la tête de restaurant. Vous avez notamment été la chef de l'abattoir végétal, de la Mano. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces différentes expériences et comment vous travaillez aujourd'hui ? Alors, la Mano, tout comme l'abattoir végétal, sont deux restaurants véganes. Alors, la Mano a fermé entre-temps. L'abattoir végétal est toujours ouvert, et j'ai été contente d'être contactée par ces restaurants pour pouvoir travailler avec eux. J'ai été contente qu'ils aient été touchés par cette touche un peu différente dans le véganisme. Je trouve que déjà se positionner comme restaurant vegan, c'est déjà une chose dans la ville de Paris, et en plus s'adapter à d'autres variations du véganisme. Tout en s'en imprégnant, et que ça reste fidèle à l'image identitaire du restaurant. C'était aussi un autre pari. Je suis contente d'avoir traversé ces cuisines. Honnêtement, je suis contente d'avoir aussi sensibilisé des gens. Je sais que lors de mon passage à l'abattoir végétal, il y a eu une sorte de mouvement un petit peu médiatique à ce moment-là, parce qu'on se rendait compte de la largesse, en fait, du véganisme et des différentes choses qu'on pouvait proposer. Et là, j'étais une chef afro-végane dans ce restaurant qui était un petit peu tendance. Donc, je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes. Ça en a surpris d'autres, mais beaucoup ont été convaincus. Ça m'a énormément touchée. Je suis contente d'être passée dans des restaurants, tout simplement aussi pour la formation et la transmission que j'ai pu donner. Je suis ravie, en fait. L'idée pour moi, de manière générale, pour parler une nouvelle fois de l'afro-véganisme, c'était de pouvoir toucher le maximum de personnes sur ce mouvement. Pour moi, il n'y a pas de question de convaincre, en fait, et tout simplement pouvoir informer et transmettre, c'était vraiment important. Et au-delà de l'afro-véganisme, dans le métier de chef, il est essentiel pour moi de pouvoir constamment partager. Donc,
c'est l'expérience que m'a permis de faire le passage dans ces différents restaurants, et que ce soit de mes collaborateurs jusqu'à mes équipiers, je suis ravie qu'ils se souviennent de moi comme la chef afro-végane qui était là. Ça, c'est top. Et donc, aujourd'hui, en tant que chef indépendante, en fait, à quoi ressemble votre quotidien ? En temps normal, bien sûr, Alors, parce que là, normal, on sort d'une période un peu compliquée. C'est vrai qu'en temps normal, hors Covid, ça ressemble à beaucoup d'organisations, que ce soit les demandes qu'il faut gérer, les projets qui sont en cours, et aussi constamment continuer à faire des contacts, agrandir le réseau. C'est pour ça que finalement les plateformes sociales, Instagram ou d'autres, sont, je dirais pas essentielles, mais indispensables. Ouais. Indispensables de nos jours, puisque tout le monde les utilise, littéralement tout le monde. Ouais. Je pense qu'on définit plus trop de tranches d'âge, tout le monde est présent sur ce genre de réseau, et je trouve ça génial, la vitesse à laquelle on peut communiquer, partager des informations et divulguer son travail, tout simplement. Ouais. Moi, aujourd'hui, je travaille quasiment à 100% avec Instagram aussi. Ouais. D'ailleurs, j'invite les auditeurs Oui. à aller voir votre compte parce que ça donne super faim. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Absolument. Donc, ouais. on se rend compte de l'ampleur en fait de ce genre d'outils. Donc, il y a ce côté où on doit rester connecté, rester actif, rester créatif pour pouvoir répondre à la demande. Parce qu'une fois de plus, c'est vrai que on est ravis de pouvoir voir les choses se partager à la vitesse à laquelle elles se partagent, mais on peut être oublié à la même vitesse aussi. Donc, il y a une présence qu'il faut garder. Donc, c'est marrant, je trouve que le travail, il se fait autant sur le terrain que dans tout ce qui est... mais ce qui se fait en arrière-plan est tout aussi important. Bien sûr. La préparation et l'organisation sont indispensables. Donc, je suis contente puisque je travaille avec plusieurs agences qui sont à la fois placées à Paris, mais aussi à l'étranger. Donc, j'ai diverses demandes, mais aussi plusieurs personnes qui m'aident à les gérer. Oui. Donc ça, c'est un avantage. C'est un avantage que je souhaite continuer à développer, mais je trouve que le bon accompagnement aussi est essentiel dans le métier d'entrepreneur, puisque tout est basé sur une bonne organisation. Oui, absolument. Et une bonne structure de base. Donc, je conseillerais à toute personne, en tout cas, qui souhaite se lancer en indépendant, de toujours bien réfléchir à comment faire les choses, mais littéralement prendre ce temps de réfléchir à chaque option, puisque ça va être des étapes essentielles en fait dans la réalisation de projets. Et d'ailleurs, en parlant de projets, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de projets sur lesquels vous avez travaillé, qui vous ont particulièrement plu ou qui représentent vraiment bien votre travail, sans forcément citer les marques ou voilà, les clients pour lesquels vous avez travaillé, mais pour nous donner un exemple de ce que vous faites. Alors, j'ai eu la chance de participer à différents types de projets, et tous me touchent un petit peu, dans le sens où j'arrive à faire plusieurs choses que je voulais faire. Et ça, c'est vraiment top. Et c'est-à-dire ne pas être enfermé en quelque sorte dans un domaine. Je veux dire par là, j'ai eu la chance de pouvoir passer dans des cuisines de restaurants et de pouvoir former du personnel. Mais j'ai également pu participer à des dîners privés avec des clients très intéressants. Pour moi, la transmission et l'éducation sont essentielles, surtout lorsqu'on parle de véganisme. Alors, je suis ravie de pouvoir donner des cours de cuisine à tout type de public. C'est vrai que avec le temps, et parce qu'il me semble que c'est indispensable et important, je m'intéresse de plus en plus aux cours de cuisine pour enfants. Parce que tout simplement, les plus jeunes. Exactement. C'est ça. Parce que ce sont les nouvelles générations, le futur, et ceux qui doivent recevoir ce genre d'éveil. Mais je suis aussi ravie de pouvoir donner des cours de cuisine à des personnes un peu plus grandes, à des personnes plus âgées. Et c'est toujours autant intéressant, en fait, de voir des gens réaliser qu'il y a d'autres options, réaliser qu'il y a d'autres formes de pouvoir faire les choses, il y a d'autres manières de cuisiner. Et les sortir aussi de leur zone de confort et de leurs petites habitudes, et de se dire qu'en fait, ils peuvent le faire. C'est toujours une bonne réaction que j'aime recevoir.
Ensuite, c'est vrai que j'ai travaillé en tant que chef exécutif dans des restaurants, mais je fais également du consulting. Oui. Et je suis ravie de pouvoir aller former des cuisiniers dans des centres de yoga ou bien créer des cartes pour des restaurants qui ont décidé de devenir vegan, qui changent totalement d'identité. Et ça, je pense que ça va être de plus en plus l'avenir, où maintenant les restaurants doivent de plus en plus réfléchir à avoir une ou plusieurs propositions véganes ou en tout cas végétariennes à leur carte. Mais ils savent pas forcément comment faire et c'est pas... En fait, ce qui s'est beaucoup passé, je trouve, c'est que la proposition végétarienne, c'était le plat sans la viande. Exactement. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas assez nourrissant, donc c'est pas satisfaisant comme plat. Et en fait, il y a toute autre chose à créer et typiquement, vous êtes aussi là pour ça. Et c'est marrant que vous parlez de ça parce que c'est une époque que j'ai littéralement vécue lorsque j'habitais en Angleterre et que... j'ai commencé à me former en cuisine végane et que je revenais quand même à Paris. Alors, il y a une grande différence entre Paris et Londres. À ce niveau-là, je dis toujours que Londres a environ 20 ans d'avance sur le véganisme, tant en tant que mouvement culinaire, mais aussi comme mouvement culturel et activiste. Et il y avait toujours cette grande différence où j'ai toujours eu le choix, l'embarras du choix en termes de cuisine végane et végétarienne en Angleterre. Et les premières fois que je revenais à Paris, c'était un calvaire. C'était un calvaire de pouvoir se nourrir. Les options, elles étaient très réduites. C'était souvent le plat sans viande ou alors fallait demander un plat sans viande. Et alors on pouvait servir littéralement des coquillettes et ça faisait l'affaire. Ou je sais pas, une aubergine grillée. L'aubergine grillée est souvent revenue comme option végétarienne. Et là, aujourd'hui, je peux me positionner et constater une évolution, un boom énorme. On a des quartiers véganes maintenant. On a une quantité de restaurants véganes qui sont bien répartis dans toute la ville. Oui. Parce que je trouve qu'au début, c'était encore difficile. La plupart des restaurants étaient plus ou moins centrés dans les mêmes quartiers. Là, je trouve que c'est bien en train de se répartir sur tout Paris. De plus en plus de restaurants classiques qui proposent de la viande, qui proposent maintenant des options véganes, mais avec cette conscience. C'est pas simplement on met le veggie, l'option veggie dans le menu, c'est-à-dire avec la conscience de composer un plat vegan pour la personne végane à qui ça va parler ou à la personne qui va vouloir cette option à qui ça va parler. Et j'ai trouvé ça très judicieux. Et dernièrement, j'avais rendez-vous avec un ami du côté de Villemomble, donc qui est une banlieue du 93, et on se dit que c'est pas forcément l'endroit où je vais trouver un restaurant vegan ou quelque chose qui pourra me parler. Bon, peu importe, on décide quand même d'aller manger. Il me parle de cet endroit qui vient d'ouvrir, qui est une sorte de restaurant street food, qui vient d'ouvrir, et gentiment, il décide d'appeler pour moi pour voir s'ils avaient une option végane. On se rend compte donc qu'ils ont une option végane, et j'ai été vraiment agréablement surprise. J'ai été vraiment agréablement surprise par la proposition. Il n'y avait pas qu'une option végane, il y en avait plusieurs. C'était bon. J'ai eu la chance de rencontrer le patron qui était là à ce moment-là. Et on a échangé. Il m'a dit qu'en fait, avant, il ne s'y intéressait pas du tout. Et que honnêtement, s'il n'avait pas rencontré les bonnes personnes, jamais il aurait su en fait, à quel point c'était important dans les commerces qui s'ouvrent aujourd'hui de penser tout simplement à toutes sortes de clientèle qu'on peut plus ou moins rencontrer. Et le véganisme et les véganes ont une place de plus en plus importante. Et même des gens qui ne sont pas véganes, typiquement moi c'est mon cas, mais par contre ça me fait plaisir de manger parfois des plats végétariens ou véganes. Exactement. Ouais. Et en fait de sentir qu'ils sont tout simplement considérés et bien accueillis, que c'est pas une tare de réaliser des plats pour ces gens qui décident d'avoir ces options-là. Et c'était vraiment agréable de pouvoir échanger avec lui. Il était content d'avoir du coup le retour d'une chef végane, et je lui ai dit vous êtes validé. Donc ça, c'était vraiment une belle surprise, et je suis contente de voir comment les choses évoluent à Paris là maintenant. Et Gloria, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière où vous vous êtes dit ça y est, là, je sais que j'ai trouvé ma voie, je suis au bon endroit au bon moment, enfin c'est vraiment, c'est sûr que c'est ça. Honnêtement, je pense qu'à chaque fois que j'ai réalisé des événements importants, ça a été le cas. Mais je pense que la fois où j'ai été conviée au Taste of Paris
pour faire un masterclass devant, du coup, on a fait une petite centaine de personnes. Là, je me suis dit, tu devais être là aujourd'hui, présentement, et proposer ce que tu as proposé. Là, je me suis dit, c'est exactement pour ça que tu fais ça, parce que c'était pas simplement, finalement, servir un dîner à une célébrité, ou c'était pas simplement créer un plat pour un restaurant. Là, je faisais exactement ce que j'aime. Je proposais l'une de mes créations et j'avais la chance de pouvoir l'apprendre à des personnes qui étaient intéressées, etc. Et là c'était au-delà, en fait, de simplement... C'était au-delà de la cuisine, en fait. C'était une partie de moi que je partageais. Ouais. Donc là, je t'ai ravie. Et dans la même veine, est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie ? Je pense qu'il y a eu plusieurs rencontres décisives dans ma vie. Je pense que chaque chef auprès de qui j'ai pu travailler, moi, j'en fais un souvenir inoubliable. Il y a eu des moments qui étaient difficiles. On n'oublie pas que ça reste de la cuisine. D'autant plus en France, où la cuisine en France, c'est une autre manière de vivre que dans d'autres pays. Et c'est pour ça qu'elle est si renommée. C'est pour ça qu'elle est si reconnue. Mais on va dire que chaque chef auprès de qui je suis passée m'a fait grandir. Et m'a honnêtement beaucoup enrichi. Donc, sans pour autant les citer tous. Ok. Est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous avez envie de partager avec nous ? Alors, je suis très superstitieuse. D'accord. C'est vrai que je suis très superstitieuse. Alors, je pourrais dire qu'il y a de beaux projets qui arrivent et qui me tiennent énormément à cœur. Il y a un projet dont je peux parler qui arrive très bientôt. C'est un projet de cours de cuisine en live qui sera certainement sur Zoom. Et donc, on essaie de proposer l'un des plus grands cours de cuisine afro-vegan avec un maximum de personnes. Et donc ça, j'en suis ravie. Et ça, c'est avec une agence en Angleterre qu'on le commence. Donc, on débute à Londres et on compte l'amener à Paris très rapidement. D'accord. Parce qu'on a fait des petits sondages et on a vu que beaucoup de personnes étaient intéressées. Et en fait, c'est marrant parce que la personne qui m'a proposé ça, elle s'est vraiment basée sur ce que je faisais, c'est-à-dire de la cuisine et du voyage. Et donc, elle m'a proposé une sorte de format de cours de cuisine, mais tout en respectant ma mobilité. Ouais. Et un petit peu, aussi les répercussions de la période qu'on a vécue avec le Covid et comment tout simplement s'adapter à à la nouvelle vie qu'on va devoir avoir. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc j'ai hâte. J'ai très hâte. Ça, je compte communiquer dessus très rapidement. Bon, écoutez, à suivre. Et puis on relaiera ça, bien sûr, sur le compte de Girls in Food. Oui, avec plaisir. Alors, Gloria, on va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est consacrée à la place des femmes dans le milieu de la gastronomie. Oui. Ma première question, c'est une question un peu rituelle que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que, selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel, d'une manière ou d'une autre, donc que ce soit positif ou négatif, ou alors pas forcément, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je pense que oui, parce que je pense qu'il y a eu des situations où être une femme était tout à mon avantage. Je pense qu'il y a toujours eu un petit peu cette discussion autour des femmes dans ce domaine et de leur place. On est toujours étonné de voir plus d'hommes chefs que de femmes. Je crois que je le suis encore un peu aujourd'hui, puisque j'ai encore du mal avec le paradoxe où on associe la cuisine à la femme, mais mais la noblesse du poste de chef, ou la réputation du poste de chef, elle est plus convoitée par des hommes. Donc ça reste assez paradoxal à mes yeux, mais je suis contente de voir de plus en plus de femmes talentueuses occuper ces postes, plus en plus de femmes talentueuses finalement reconnues. Donc il y a eu des situations où ça a joué à mon avantage puisqu'on voulait mettre en avant des femmes et que c'était nécessaire. Il y a eu des situations où je pense que ça a peut-être joué en ma défaveur parce que justement on ne fait pas confiance aux femmes. Je trouve encore dans ce métier. On ne fait pas confiance à la force qu'elles peuvent avoir, la maîtrise, le fait que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois. Je trouve qu'on devrait plus faire confiance à la vie des femmes dans des cuisines, puisque force est de constater, ça apporte des choses merveilleuses, mais sans pour autant dénigrer le travail des hommes. Il y a beaucoup d'hommes avec énormément de sensibilité.
nécessaires à ce métier. Mais je trouve que je me rappelle de situations où parfois on ne m'a pas choisi parce que j'étais une fille. Je sais que c'était ça. Oui. On ne m'a pas mis en valeur de la même manière parce que j'étais une femme. Je pense que il y a même dans la question des salaires, on ne m'a pas respectée de la même manière. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que j'étais une femme aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en cours d'évolution. Il faut continuer à en parler. Absolument, oui. Il faut continuer à le dénoncer lorsque c'est injuste. Il faut continuer à s'imposer dans les cuisines. J'ai vu des situations où, malheureusement, ça reste un environnement très sexiste. Alors, j'ai vu des situations où j'ai pas du tout aimé être une femme dans des cuisines remplies d'hommes, mais je suis contente d'être restée. Je suis contente d'être restée, d'avoir montré ma place, d'avoir montré qu'en fait... vous étiez à votre place. J'étais à ma place et surtout, il y a des manières de faire qui ne peuvent plus évoluer avec nous. Elles doivent rester dans le passé. Ouais. Et justement, plus il y aura de femmes, plus on apportera du mouvement et du changement. Et si vous ne voulez pas de nous, on va créer des cuisines 100% féminines. Et là, il faudra s'accrocher. Tout simplement. Et aujourd'hui, dans votre environnement professionnel, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ? Que ce soit quand vous travaillez sur des événements ou même dans vos, j'en sais rien, dans vos clients, dans les agences avec lesquelles vous travaillez, dans votre environnement au sens large en fait. C'est assez partagé. Je trouve qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes, mais si je devais donner un ratio, ça pourrait être quelque chose comme 40-60%. Oui. Il y a quand même beaucoup de femmes. Je travaille avec beaucoup de femmes et je crois que c'est ça aussi qui donne... je crois que ça apporte une force supplémentaire, honnêtement. Non pas que les hommes, enfin la plupart des hommes en tout cas avec lesquels je travaille aussi donnent tout autant de force, hein. Il y a aucun problème dessus, mais je trouve que il y a ce côté aussi entraide qui peut arriver entre femmes, ou ce côté où on se pousse les unes les autres et on se met en avant avec beaucoup plus de comment dire, de simplicité parfois. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il peut y avoir tout autant de jalousie, mais quand ça arrive les moments où il faut soutenir, je trouve que l'entraide entre filles, entre femmes, elle peut être vraiment vraiment solide, et l'entraide et le comment dire, le soutien qui peut venir des hommes aussi est extrêmement important. Oui, c'est précieux aussi. C'est aussi très précieux et j'apprécie recevoir des deux côtés. Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à partager avec une femme qui nous écoute et que votre parcours inspirerait, et voilà, pour lui donner confiance, et puis soit ça peut être un conseil qu'on vous a donné et qui vous a été utile, ou même un conseil qui peut faire un peu un petit bilan de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Je pense un peu comme je le disais tout à l'heure, pour entreprendre ce genre de projet un petit peu professionnel et un peu fou, surtout si c'est comment dire, une reconversion professionnelle, il faut beaucoup d'organisation, d'information et de formation personnelle. Mais en dehors de ça, je conseillerais de foncer. Ouais. De foncer, et il faut vivre pour ses rêves. Il faut... c'est bien d'avoir peur, c'est généralement un bon signe qu'il faut y aller. J'encouragerais n'importe quelle personne à se lancer dans des projets personnels de ce genre-là, et de ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat, de ne pas avoir peur de se lancer seul, de ne pas avoir peur de se lancer dans des idées nouvelles aussi. Parce que tout est amené à évoluer, on est amené à grandir aussi. Et je pense toujours qu'il y a de la place pour tout le monde. Qu'au final, les seules personnes qui peuvent réellement nous fermer les portes, c'est nous-mêmes. Donc, mon conseil, ce serait fonce. Pour finir sur ce sujet, sur la place des femmes, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours ? Ça peut être des femmes avec qui vous avez travaillé, ou même des femmes qui vous ont inspiré, même de loin, sans forcément les connaître personnellement, mais leur figure vous a aidé. Disons que j'ai été ravie de voir que j'ai toujours suivi quelques femmes chefs dans le monde entier. Et j'ai été ravie de voir que quoi qu'il arrive, on continuait d'évoluer, qu'il y avait de plus en plus de femmes chefs. Donc j'ai été touchée par certains parcours, certaines femmes chefs véganes et afro-véganes aussi. Ensuite,
j'ai envie de dire que je pense que je suis sacrément bien entourée aussi. Je pense que c'est assez paradoxal. Ma maman, elle n'a pas toujours compris au début pourquoi est-ce que je décidais de changer de carrière et de me lancer là-dedans. Mais maintenant, c'est une des personnes qui m'encourage le plus. Et elle ne le sait pas, mais moi, je me suis énormément inspirée d'elle. Ouais. Que ce soit culinairement parlant ou tout simplement parce que c'est un exemple de femme forte qui sait mener ses projets à bien, aller jusqu'au bout des choses, et qui n'a pas peur en fait, d'aller parfois même contre le monde. Et ensuite, je pense à certaines de mes amies aussi qui m'inspirent en fait, tout simplement. Mais ça peut être des femmes du quotidien, tout à fait. Voilà. Ouais. Des femmes qui m'inspirent par leur combat, qui aussi dans leur domaine décident de s'imposer, dans leur domaine décident de grandir, transmettre un message, évoluer. Et elles m'ont toujours énormément touchée. Je crois que les femmes activistes, mais activistes de manière générale, sans préciser catégorie, m'ont toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Ouais. Et je m'en suis toujours inspirée. Je crois que je continuerai comme ça. Gloria, on va passer à la dernière partie de l'interview. Oui. C'est le questionnaire Girls in Food. Donc ce sont des questions pour mieux vous connaître. Oui. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent que vous souhaiteriez partager? Alors ça peut être un peu ce que vous voulez, un resto, un plat, un livre, une inspiration, enfin ça peut être vraiment ce que vous voulez. Alors c'est vrai que dans le cadre de mon travail, moi-même je continue quand même à me former, et il y a une chose dont je souhaiterais parler, c'est que ce travail de chef, il fait partie d'un projet qui est un peu plus grand, où je souhaiterais travailler comme naturopathe et pouvoir aider à soigner à travers l'alimentation. Donc dernièrement, je m'intéresse beaucoup au régime alcalin ou alkaline diet, comme on dit en anglais, et c'est tout simplement favoriser une cuisine encore plus saine, encore plus active et proactive pour le corps, et qui peut même nous amener à éviter bien des situations. Donc en ce moment, c'est un petit peu le main focus. Ça peut aller dans le même sens un petit peu que la fermentation, ou ça peut être un courant de ce type-là, bien que ce ne soit pas les mêmes. Puisqu'il s'agit dans la fermentation, il s'agit tout de même d'aliments modifiés. Ensuite, en termes de coup de cœur, honnêtement, on n'a pas pu sortir pendant un moment. Donc, ça s'est réduit. Mais je suis intéressée par les cuisines véganes asiatiques. En ce moment, qui me parle énormément, dans lequel il y a aussi énormément d'inspiration, je trouve. Et c'est aussi agréable de voir qu'il y a de plus en plus de restaurants véganes asiatiques sur Paris aussi. Ouais. Et donc vous allez peut-être explorer aussi pour explorer, tout à fait. Alimenter votre créativité. Exactement. Et ensuite, dernièrement, l'une de mes cuisines préférées, ce sont les cuisines aussi sud-américaines, plusieurs pays différents. Et la cuisine péruvienne parle énormément à mon cœur, dernièrement. Okay. Tout simplement pour sa richesse en saveurs, en aliments. Découvrir d'autres aliments, ça me passionne. Voir l'utilisation de certains aliments que je connaisse qui est totalement différent, totalement incroyable, me touche énormément. Donc il y a un petit peu il y a de l'influence sud-américaine dans mes plats également, parce que ça respecte aussi les diasporas africaines dans le monde. Mais la cuisine péruvienne dernièrement. Très bien. Me parle beaucoup. S'il y avait un plat, Gloria, qui devait résumer votre enfance, qu'est-ce que ce serait? Alors, je reparlerai du plat que ma mère faisait tous les dimanches, c'est vrai. Dimanche. Mais au-delà d'un plat, je pense que ce serait plutôt un aliment qu'on a beaucoup retrouvé, la banane plantain. Ah oui. J'en parle avec le sourire. Oui, je confirme. Et que vous utilisez vous-même dans votre cuisine? J'utilise beaucoup. Ouais. C'était un des aliments phares que je souhaitais retravailler et surtout mettre en valeur. Et surtout qu'on le retrouve sur plusieurs continents, pas seulement le continent africain, dans plusieurs cultures. Et de voir son utilisation m'émerveille. Ça existe déjà, mais j'aurais beaucoup aimé faire un livre de cuisine sur
la banane plantain. Ah. Sur toutes les, les déclinaisons qu'on peut faire avec la banane plantain. Mais de manière générale, je trouve que ce serait hyper intéressant d'avoir un livre consacré à votre cuisine. Écoutez, peut-être que c'est l'un des projets. Je ne veux pas m'avancer. Non, disons pas plus pour 2020 n'est pas encore fini. Mais bon, peut-être que ça fait partie des projets. En effet. À suivre. Oui. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Oui, alors je pense que c'était lors d'un voyage à New York, un restaurant vegan péruvien. Ah, justement. Oui. Et je pense que c'est le plat qui m'a marqué. Vous pouvez nous en dire plus sur ce que c'était ? Une composition incroyable de légumes péruviens. Ouais. C'était des légumes parfaitement cuisinés, parfaitement assaisonnés, dans une sauce au tamarin. J'ai eu du mal à partir du restaurant. Pour être honnête. J'ai eu du mal à partir. Je voulais manger la carte entière et après je me suis dit j'ai peur d'être déçue si c'est pas à la hauteur. Mais vraiment, et c'était en 2018. D'accord. Donc ça m'a marqué jusqu'à présent. Bon. Je suis retournée à New York entre-temps. J'ai voulu y aller et j'ai eu peur d'être déçue à nouveau. Alors, j'ai pas osé y retourner. Vous préférez rester sur ce magnifique souvenir ? Je veux garder le souvenir intact. Donc, j'ai pas osé. Et est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Plus maintenant. Il y a eu... j'ai toujours eu du mal avec le chocolat parce que... c'est rare ça. Oui, et je suis partie de ces rares personnes. Mais j'ai toujours eu du mal avec le chocolat et maintenant que je le travaille un peu plus, je m'y suis faite. Il y avait des aliments comme le chou de Bruxelles aussi que je pouvais pas manger. Je sais plus quoi d'autres légumes qui passaient pas du tout. Maintenant, je cuisine parfaitement pour moi-même ou pour des clients. Et j'ai adoré aussi... J'ai adoré certaines situations où parfois des clients ou des gens qui avaient testé la cuisine revenaient me voir en me disant c'était excellent ça. Et quand je leur dis il y avait quoi dedans ? Ah mais il y avait tel aliment, je déteste ça. Comment vous avez fait pour m'en faire manger ? Pas moi, c'est vous qui avez mangé. Oui. Mais je suis ravie. Ou souvent, je me rappelle une fois justement à la Mano, une cliente, l'un des serveurs était venu me voir en me demandant mais chef, est-ce que c'est bien des champignons qu'on a servi à telle table ? Et je dis oui, enfin tu connais la carte, ce sont des champignons, etc. Mais la dame elle ne veut pas me croire, elle pense que c'est du poulet, etc. Non. non, elle est venue dans un restaurant vegan, donc c'est toujours ça. Et en fait, elle était choquée d'avoir mangé des champignons qu'elle détestait et de s'être régalée. Donc ça, c'était... Pourquoi la manière joue beaucoup dans la manière, perception, tout. Je me rappelle avoir fait... l'un de mes frères était venu manger au restaurant et on discutait à la fin et il me dit tu m'as fait manger de la pistache. Et je lui dis oui, pourquoi ? Il me dit tu te rappelles pas, je déteste la pistache. C'est toi qui l'as mangé, c'est pas moi. Donc pas d'aliments détestés. Non. Et par contre, est-ce qu'il y a un aliment que vous avez toujours au frigo, dans votre cuisine, dans le placard, l'aliment phare qui est toujours là ? Je pense que j'ai toujours des champignons. Parce qu'il y a tellement de sortes et de variétés, donc il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est très versatile. Et je trouve que c'est un bon remplacement de viande, entre guillemets, en termes de texture. J'ai souvent, des champignons. Je suis ravie quand j'ai des plantains à la maison. Autrement, je pense que j'ai toujours une racine aussi. Parce que j'adore cuisiner les racines, donc... patates douces, pommes de terre, igname, manioc, toutes sortes de tubercules. J'essaie toujours d'en avoir aussi à la maison. Et il faut toujours qu'il y ait la bonne quantité de verre, donc de légumes verts, et abondance de fruits. Est-ce qu'il y a une recette fétiche que vous faites tout le temps quand vous êtes chez vous ? Plus la recette familiale, enfin une recette pour la maison plutôt. Je pense que c'est une sauce à base de gombo, c'est assez drôle parce que justement ça c'est aussi l'un des plats de mon enfance. Mais à l'époque, la texture du gombo, lorsqu'il est coupé puis cuit, devient très gluant. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que le gombo ? Le gombo, alors c'est une sorte de... Certains vont l'appeler le haricot africain, mais c'est une sorte de légumes verts qui poussent d'ailleurs comme les haricots verts,
et qui a énormément de vertus pour le corps, pour le cœur, pardon, et pour le cerveau, et qui est consommé en Afrique et en Asie. Et donc, ce que je disais, c'était lorsque on le découpe, il y a des petites billes à l'intérieur, et ces billes, lorsqu'elles sont chauffées, créent comme une sorte de consistance très gluante, élastique, et justement c'est ça qui permet de donner de la consistance à des sauces par exemple. Ok. Et justement, super intéressant. Voilà. Et justement il y avait cette sauce que ma mère faisait souvent donc, à base de gombo, et quand on était petit comme on était, c'était un peu trop gluant pour qu'on trouve pas ça drôle ou qu'on n'ait pas envie de jouer avec, etc. Et bon, même à l'époque, je crois qu'on l'appelait la sauce morve, pour être honnête. Désolée. Et là, maintenant, c'est un des plats que j'adore refaire à la maison. Que j'adore vraiment refaire à la maison. Même une fois, il n'y a pas si longtemps, avec ma mère, on s'est retrouvés à Gare du Nord, on a échangé des plats. On aurait bien voulu être là, tout le monde. Et non, ça, c'est là des plats, par exemple, je suis contente de le refaire. Et c'est un plat que je ferai à mes enfants, je pense aussi, pour perpétuer la tradition. Et quand vous cuisinez à la maison, est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous écoutez la radio ? Est-ce que vous travaillez en silence ? Est-ce qu'il y a une bande-son dans votre cuisine ? C'est marrant parce que je me suis toujours dit que si je faisais un livre de cuisine, j'aimerais associer la musique qui passe à ce moment-là, parce que la musique est indispensable. Dans toutes les cuisines où je suis passée. Danseuse aussi. Donc voilà, exactement. Et dans toutes les cuisines où je suis passée, professionnelle ou non, la musique est toujours présente. Génial. Donc même en cuisine, toujours. Vous écoutiez la musique, toujours. Même au resto. Toujours, parce que je trouve qu'il faut donner un rythme. Il y a un moment donné où dans la cuisine, on est concentré, on rentre dans un gouffre. Bon, il faut réaliser ça, il faut réaliser ça. Et tout ce qu'on entend sont les bruits de cuisine, en effet. Mais on entend aussi beaucoup son esprit. Ouais. Ça peut être un peu méditatif, même. Ça peut être méditatif, et pour d'autres, ce qu'on se dit souvent, des fois en cuisine, c'est ça mène à réfléchir. Couper un sac de 5 kilos d'oignons, ça fait réfléchir, en effet. Et du coup, je trouve que la musique, elle, sans avoir à rentrer dans une communication, sans avoir à échanger, ça nous garde un lien quand même tous ensemble. Ouais, c'est très juste. Je sais que ça a toujours créé de beaux moments d'avoir de la musique en cuisine. Ça a toujours un petit peu allié les gens. En tout cas, je trouve qu'en termes d'énergie, c'est plutôt... ça monte l'énergie vers le haut. C'est ce que ça a donné. Des fois, ça nous a donné une super cadence, ça a donné une superbe motivation à réaliser des choses. J'ai d'excellents souvenirs de cuisine et de musique ensemble. Et moi, personnellement, je ne cuisine pas sans musique. Ouais. Je ne me vois pas du tout. Ou alors, c'est qu'il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de batterie. L'appareil est cassé. Voilà. Il n'y a plus de batterie, mais sinon, honnêtement, ça n'arrive pas. Et je suis vraiment contente de ça. Si j'avais été... si j'avais eu le temps, tout simplement, j'aimerais faire des playlists, des musiques que j'écoute, mais... on aimerait bien écouter ça. Hein. Ouais. J'ai un ami aussi qui m'a demandé de le faire pour sa cuisine et qui travaille en Angleterre. Tu pensais ? Tellement de projets. Ouais. Gloria, quel serait le resto de votre vie s'il n'en restait qu'un ? Votre resto préféré de tous les temps ? C'est difficile comme question. S'il ne restait qu'un restaurant, c'est un restaurant jamaïcain que j'ai découvert à New York cet été. Je suis partie manger tous les jours. Littéralement. C'est le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre. J'ai été manger tous les jours. J'ai amené toutes les personnes que j'ai vues. Et ça a été... c'est un restaurant très complet. Ils ont tout, du plat aux snacks, au jus, aux petits snacks qu'ils vendent également, à l'épicerie qu'ils vendent également. Et avec une conscience, justement, c'est dans la démarche de cette cuisine consciente, de cette cuisine, healthy, mais aussi qui prend réellement soin du corps et de l'esprit, et qui a du goût et qui m'a parlé. Alors, c'est peut-être pas la cuisine la plus raffinée. C'est vrai que moi, j'ai une grosse affection pour la street food. Pour moi, la street food aussi, c'est la vraie cuisine. C'est aussi une vraie cuisine pour moi.
Et donc cet endroit, ça s'assimile plus à un restaurant street food, mais c'est là où je mangerai si c'était le dernier. Est-ce que vous pourrez nous donner le nom ? Si je ne me trompe pas, il s'appelle Uptown Veggie et c'est à Harlem. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver, où vous rêveriez d'aller ? Vous n'êtes pas encore allé pour le coup. Il y en a de plus en plus parce que justement avec Instagram, on découvre de plus en plus de chefs et d'autres personnes. Alors il y a un restaurant qui se trouve au Ghana qui s'appelle Dine on a Mat, donc littéralement dîner sur un matelas. Et en fait, c'est une femme chef qui s'appelle Chef Binta et qui propose en fait de faire l'expérience d'un dîner traditionnel de la culture Fulani. Donc faire un dîner traditionnel de cette tribu-là, mais avec sa cuisine moderne qui est d'une beauté sans nom. J'ai pas encore eu la chance d'aller là-bas. On s'est croisés plusieurs fois. C'est une autre chef, par exemple, avec qui on se donne beaucoup de force et de soutien. Et je crois que c'est le prochain endroit où j'aimerais vraiment aller manger. Vraiment aller. Ça donne super envie. C'est une femme exceptionnelle. Et vraiment, ce qu'elle entreprend, en plus, pour les cuisines africaines et pour l'Afrique, je trouve ça vraiment beau. Donc, voilà. Gloria, dernière question du podcast. Oui. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Je pense que... je crois que j'aimerais bien entendre parler les filles de la Maison Nomade. Parce qu'elles ont un restaurant et un centre holistique. Et c'est le genre de choses qui me parlent beaucoup. Donc je voudrais connaître un peu plus qu'est-ce qui les a motivées à créer cet endroit et à en savoir plus sur leur histoire, quoi, tout simplement. Merci pour la recommandation. De rien. Un grand merci, Gloria. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt, j'espère. Un grand merci à Gloria Cabé pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.